Je l'ai appris par hasard, un mardi matin ordinaire, alors que le café refroidissait entre mes mains. Une phrase, lâchée sans intention de blesser, a fissuré quelque chose en moi. Tu sais, le mariage de ta fille était très discret. Le monde s'est arrêté. Le mariage de ma fille. Secret. J'ai souri par réflexe, comme on le fait quand l'esprit refuse encore de comprendre. Ma fille, celle à qui je parlais chaque soir, celle qui me disait tout, ou du moins, c'est ce que je croyais. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Pourquoi ce silence, cette omission si lourde qu'elle me coupait le souffle? Je me suis souvenu de son regard fuyant la semaine précédente, de ses réponses trop rapides, de ce téléphone qu'elle retournait toujours face contre la table. J'avais mis cela sur le compte de la fatigue, de la vie moderne. J'étais loin d'imaginer que, pendant que je choisissais des fruits au marché, elle disait « oui » à quelque part, sans moi. La douleur n'était pas seulement celle d'un parent exclu, mais celle d'une confiance qui se craquelle. Je n'ai rien dit, pas ce jour-là. J'ai attendu. Attendre, c'est parfois la seule chose qu'un parent puisse faire quand il craint la vérité. Les jours suivants, chaque message de ma fille semblait soigneusement banal. Elle parlait de travail, de météo, de films. Jamais de ce mariage. Jamais de l'homme qui partageait désormais sa vie. La nuit, je rejouais nos conversations, cherchant un indice oublié, une note dissonante. Une semaine plus tard, c'est une enveloppe qui a tout fait basculer. Sans nom, sans adresse de retour. À l'intérieur, une photo, floue, prise de loin. Ma fille, en robe claire, sortant d'une petite mairie. À son bras, un homme dont le visage était à moitié caché, mais dont la posture me glaça. Je connaissais cette silhouette, ou du moins, j'étais certain de l'avoir déjà vue. Mon cœur battait trop vite pour que ce soit une coïncidence. À ce moment précis, j'ai compris que le secret n'était pas le mariage. Le secret était ce qu'il cachait. Index vers pointe vers la droite blanc si cette histoire vous intrigue. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la suite et d'autres récits bouleversants comme celui-ci. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La photo était restée sur la table du salon comme une accusation silencieuse. À chaque fois que je fermais les yeux, la silhouette de cet homme revenait obsédante. Ce n'était pas seulement une impression vague. Il y avait dans sa manière de se tenir, dans l'angle de ses épaules, quelque chose de familier, presque intime. Et cette familiarité me faisait peur. Le lendemain matin, j'ai appelé ma fille. Ma voix se voulait normale, légère même, mais je sentais déjà le mensonge se glisser entre chaque mot. Elle a répondu rapidement, trop rapidement, comme si elle attendait mon appel. Nous avons parlé de tout et de rien, puis un silence s'est installé, lourd, suspendu. J'ai failli prononcer le mot mariage. Il est resté coincé dans ma gorge. À la place, j'ai demandé si elle allait bien. Elle a hésité une fraction de seconde avant de répondre oui. Cette hésitation a confirmé ce que je redoutais. Elle savait que je savais, ou du moins, elle craignait que je sois sur le point de découvrir quelque chose. Après avoir raccroché, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru possible. J'allais chercher par moi-même, non pas pour la piéger, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi ma fille avait choisi le secret. Comprendre pourquoi cet homme m'inspirait une telle angoisse. J'ai ressorti de vieux dossiers, des photos anciennes, des souvenirs que je pensais enterrer. Plus je fouillais, plus une vérité dérangeante prenait forme dans mon esprit. En fin d'après-midi, je suis sorti sans but précis, laissant mes pas me guider vers un quartier que je n'avais pas fréquenté depuis des années. Devant une petite mairie, semblable à celle de la photo, je me suis arrêté. Une intuition absurde, mais tenace. À l'intérieur, une employée rangeait des dossiers. Je n'ai pas osé demander quoi que ce soit. J'ai simplement observé. Sur un panneau d'affichage, une liste de mariages récents. Les noms défilaient sous mes yeux jusqu'à ce que je m'arrête net. Le prénom de ma fille était là. Juste en dessous, un nom de famille qui a fait vaciller mes certitudes. Ce n'était pas celui que j'attendais. Ce n'était pas un inconnu non plus. C'était un nom que je connaissais trop bien. Un nom lié à un passé que j'avais juré de ne jamais rouvrir. Mon souffle s'est coupé. Tout à coup, la silhouette sur la photo prenait un sens terrible. Si ce que je pensais était vrai, alors le secret de ma fille dépassait de loin un simple mariage caché. Et surtout, il me plaçait face à une responsabilité que je n'étais pas sûr de pouvoir assumer. Je suis sorti de la mairie comme on s'échappe d'un rêve fiévreux, le cœur cognant contre mes tempes. Le nom, ce nom inscrit noir sur blanc, refusait de me quitter. Je l'ai murmuré malgré moi, comme pour en tester la réalité.
Il avait un goût amer, ancien, chargé de souvenirs que j'avais soigneusement enfouis. Des souvenirs que je n'avais jamais partagés avec ma fille. Comment aurait-elle pu tomber amoureuse de quelqu'un lié à cette part obscure de ma vie, à moins que le hasard ne soit qu'une illusion rassurante? Sur le chemin du retour, chaque visage croisé semblait me juger. J'avais l'impression que le monde entier connaissait ce secret sauf moi. Arrivé chez moi, j'ai fouillé un tiroir que je n'ouvrais presque jamais. À l'intérieur, des lettres jaunies, quelques photos et un carnet dont la couverture était usée par le temps. Je l'ai ouvert avec précaution. Les pages racontaient une époque où mes choix avaient été dictés par la peur et l'orgueil. Une époque où j'avais blessé quelqu'un portant précisément ce nom. Les souvenirs se sont imposés sans douceur. Un conflit ancien, une trahison, des paroles irréparables. J'avais quitté cette histoire en pensant qu'elle ne me rattraperait jamais. Et pourtant, elle revenait aujourd'hui par le visage de ma fille, par son silence, par ce mariage clandestin. Était-ce une coïncidence cruelle ou une vengeance patiemment orchestrée? Plus j'y pensais, plus une angoisse sourde s'installait. Le soir même, ma fille m'a envoyé un message. Une phrase simple, on doit parler. Rien de plus, rien de moins. Mon téléphone est resté longtemps entre mes mains, comme s'il pesait soudain des tonnes. J'ai répondu que j'étais disponible quand elle le souhaiterait. Quelques minutes plus tard, elle m'a proposé de venir le lendemain, chez elle, pour la première fois depuis longtemps. Cette nuit-là, j'ai rêvé de portes fermées et de visages sans trait. Au réveil, une certitude m'habitait. La conversation à venir ne serait pas une simple explication, mais une confrontation. Pas seulement entre un père et sa fille, mais entre mon passé et le présent qu'elle avait choisi. Le lendemain, devant son immeuble, j'ai levé les yeux vers une fenêtre éclairée. Derrière cette lumière, ma fille m'attendait, et avec elle, l'homme dont le nom avait réveillé mes pires souvenirs. J'ai inspiré profondément avant de frapper à la porte, sans savoir si j'étais prêt à entendre ce qu'ils allaient m'avouer. La porte s'est ouverte lentement, presque avec hésitation. Ma fille était là, plus pâle que dans mon souvenir, les yeux brillants d'une émotion contenue. Pendant une seconde, nous sommes restés immobiles, comme deux étrangers cherchant leurs mots. Puis elle s'est écartée pour me laisser entrer. L'appartement sentait le thé chaud et quelque chose de familier, rassurant, qui contrastait violemment avec la tempête qui grondait en moi. Il était assis dans le salon, l'homme de la photo, l'homme au nom maudit. Il s'est levé dès qu'il m'a vu, avec une politesse presque trop parfaite. Nos regards se sont croisés, et j'ai su. Il me reconnaissait, peut-être depuis le début, peut-être même avant que je ne comprenne qui il était vraiment. Ce silence tendu disait plus que n'importe quel discours. Ma fille a parlé la première. Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne fuyait pas mon regard. Elle m'a dit qu'elle savait que le secret me faisait souffrir, qu'elle avait longtemps hésité à me dire la vérité. Elle a prononcé son nom, celui de son mari, comme on prononce une confession. À chaque syllabe, une porte de mon passé s'ouvrait un peu plus. Il a alors pris la parole. Calmement, trop calmement. Il a expliqué comment ils s'étaient rencontrés, comment l'amour s'était imposé à eux sans prévenir. Il a dit qu'il connaissait mon histoire, qu'il savait ce que j'avais fait autrefois à sa famille. Ce mot, famille, a résonné comme un coup de tonnerre. Ma fille s'est crispée. Elle ne savait pas tout. Pas encore. Je me suis entendu demander pourquoi ce mariage en secret. Ma voix m'a surpris par sa dureté. Ma fille a baissé les yeux. Elle a avoué qu'elle avait eu peur. Peur de ma réaction. Peur que je la force à choisir entre son père et l'homme qu'elle aimait. Alors elle avait choisi le silence, croyant gagner du temps. Le temps. Comme si le temps pouvait réparer ce que j'avais brisé des années plus tôt. Comme si l'amour suffisait à effacer les dettes du passé. Je me suis levé, incapable de rester assis une seconde de plus. L'homme m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à définir, ni haine, ni triomphe. Plutôt une attente. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, ma fille a lâché une phrase qui m'a figé sur place. Une phrase simple, mais terrifiante. Une phrase qui changeait tout ce que je croyais savoir sur ce mariage. Elle a pris une inspiration profonde, comme si l'air lui manquait soudain. Puis elle a parlé, lentement, avec une détermination douloureuse. Elle a dit qu'elle n'avait pas seulement caché le mariage. Elle avait aussi caché la raison véritable pour laquelle elle avait choisi cet homme, malgré tout ce que cela impliquait. Ces mots se sont abattus sur moi avec une violence que je n'avais pas anticipée. Ils ne faisaient pas partie de son avenir par hasard, mais par nécessité. J'ai senti mes jambes faiblir.
Elle a expliqué qu'il y avait eu une période de sa vie où elle s'était sentie perdue, vulnérable, et que c'est lui qui avait été là. Pas comme un sauveur, a-t-elle précisé, mais comme quelqu'un qui comprenait ce que signifiait vivre avec les conséquences des erreurs des autres. Cette phrase m'a transpercé. Était-ce moi, l'erreur dont elle parlait sans oser me regarder? Il s'est approché d'elle et lui a pris la main. Ce geste simple m'a fait plus mal que n'importe quelle accusation. Il a alors ajouté quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Leur union n'était pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une tentative de réparer ce qui avait été détruit bien avant leur rencontre. Réparer. Le mot sonnait faux, presque insolent. Certaines choses ne se réparent pas, elles se portent comme des cicatrices. Je lui ai demandé ce qu'il attendait de moi. La question est sortie malgré moi, chargée de colère et de fatigue. Il a répondu qu'il n'attendait rien. Pas d'excuses, pas de pardon. Seulement que la vérité soit dite, enfin, à ma fille. À ce moment-là, j'ai compris qu'il savait quelque chose que je n'avais jamais avoué à personne. Quelque chose qui me concernait directement. Ma fille m'a regardé avec une intensité nouvelle, comme si elle me découvrait pour la première fois. Elle m'a demandé si ce que son mari lui avait raconté était vrai. Le passé se dressait devant moi, implacable. J'ai tenté de parler, mais aucun mot ne semblait assez fort, assez juste. Le silence était tiré, lourd, étouffant. Puis elle a ajouté, d'une voix presque brisée, qu'il existait une conséquence de ce passé que je n'avais jamais envisagée. Une conséquence qui touchait désormais leur mariage et qui risquait de bouleverser à jamais notre famille si je continuais à me taire. Je me suis assis lentement, comme si mon corps avait compris avant moi que je ne pourrais pas fuir cette vérité plus longtemps. Ma fille attendait. Son regard n'était ni accusateur ni tendre, mais avide de réponse. J'ai compris alors que ce moment allait redéfinir notre relation, quoi que je dise, ou quoi que je choisisse de taire. J'ai commencé par parler d'une autre époque, d'années où je croyais avoir le contrôle sur tout. J'ai évoqué une décision professionnelle, un choix apparemment rationnel, qui avait ruiné une famille sans que je n'en mesure les conséquences. Son mari a baissé les yeux. Il savait déjà. Il savait même plus que je ne l'imaginais. J'ai reconnu mon erreur, sans chercher à l'excuser. Chaque mot me coûtait, mais je sentais qu'ils étaient nécessaires. Ma fille a alors murmuré quelque chose qui m'a glacé. Elle savait depuis longtemps. Pas tout, mais assez pour comprendre que le passé que je lui avais toujours présenté comme propre et maîtrisé était en réalité plein de zones d'ombre. Elle n'avait pas voulu me confronter, par peur de briser l'image qu'elle avait de moi. Cette image venait de s'effondrer. Il a repris la parole, plus grave. Il a expliqué que certaines conséquences de mes actes n'avaient jamais disparu. Elles avaient simplement changé de forme. Il a parlé de dettes invisibles, de décisions administratives, de documents jamais régularisés, des choses que je croyais réglées depuis des décennies. Et puis il a prononcé une phrase qui m'a fait lever la tête d'un coup. Ces erreurs pouvaient encore les atteindre. Oh, aujourd'hui. Ma fille s'est tournée vers moi, paniquée. Elle m'a demandé ce que cela signifiait concrètement. Je n'ai pas su répondre immédiatement, parce que je commençais à comprendre. Si ce qu'il disait était vrai, alors leur mariage n'était pas seulement fragile émotionnellement, il l'était aussi légalement, administrativement, dangereusement. Le silence est redevenu pesant. Je sentais la colère monter en elle, mêlée à une peur qu'elle essayait de contenir. Elle m'a demandé si je pouvais réparer, cette fois-ci, pas avec des mots, mais avec des actes. Je voulais lui dire oui, de toutes mes forces. Mais une inquiétude plus grande me rongeait. Certaines choses échappent à la volonté, surtout quand elles ont été négligées trop longtemps. Et au fond de moi, une question terrifiante prenait forme. Si j'agissais maintenant, n'allais-je pas révéler une vérité encore plus grave, une vérité capable de détruire bien plus qu'un simple mariage? Je me suis levé et j'ai fait quelques pas dans la pièce, comme un animal pris au piège. Chaque meuble, chaque photo accrochée au mur semblait m'observer, témoin silencieux de ce que j'allais dire ou refuser de dire. Ma fille m'a suivi du regard, et dans ses yeux, j'ai vu une peur nouvelle, non plus celle de perdre son père, mais celle de découvrir qu'elle ne l'avait peut-être jamais vraiment connu. J'ai fini par m'arrêter près de la fenêtre. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente à l'effondrement lent qui se jouait ici. J'ai parlé d'une voix basse, presque étrangère. J'ai admis que certaines démarches n'avaient jamais été finalisées, que, par lâcheté ou par orgueil, j'avais préféré laisser le temps faire son œuvre, convaincu qu'il finirait par tout effacer. Je me trompais. Le temps n'efface rien. Il attend. Lui m'a alors interrompu. Pour la première fois, sa voix a tremblé.
Il a dit que ces irrégularités pouvaient remettre en cause bien plus que leur stabilité financière. Elles pouvaient attirer l'attention de personnes qui n'oublient jamais. Des personnes pour qui les erreurs du passé sont des leviers, pas des regrets. À cet instant, j'ai compris que ce mariage secret n'était peut-être pas seulement une fuite, mais une protection. Ma fille a reculé d'un pas. Elle m'a demandé, presque en chuchotant, si elle était en danger. La question m'a brisé. J'ai voulu lui dire non, immédiatement, instinctivement. Mais je n'en avais pas la certitude. Et ce doute, elle l'a vu sur mon visage. Ses lèvres ont tremblé, et j'ai senti une colère sourde remplacer peu à peu la peur. Elle m'a reproché mon silence, mes demi-vérités, cette façon que j'avais eue de décider seule, encore une fois, en pensant protéger tout le monde. Elle a dit que son mariage avait été secret parce qu'elle ne savait plus à qui faire confiance. Ni à moi, ni au système, ni même à l'avenir que je lui avais promis enfant. Puis elle a prononcé un nom, un seul, celui d'un ancien associé que je n'avais pas entendu depuis des années. Le sang s'est retiré de mon visage. Si elle savait cela, alors elle savait presque tout. Et si cet homme était déjà au courant de leur union, alors le danger n'était plus théorique. Un bruit a soudain retenti dans l'entrée. Un coup sec, puis un autre. Quelqu'un frappait à la porte. Et à cet instant précis, j'ai su que le passé venait de nous rattraper. Nous sommes restés figés. Les coups contre la porte résonnaient dans l'appartement comme un compte à rebours. Ma fille a instinctivement serré la main de son mari, et ce geste m'a donné la mesure de ce que je risquais de perdre. J'ai avancé lentement, chaque pas lourd de pressentiment. Avant même d'ouvrir, je savais que ce n'était pas une visite ordinaire. Quand la porte s'est entr'ouverte, ce n'était pas l'homme que je redoutais. C'était un inconnu, costume sombre, regard précis, trop calme pour être rassurant. Il a prononcé mon nom sans hésiter, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Derrière lui, dans le couloir, une autre silhouette est apparue, restée volontairement dans l'ombre. Mon cœur s'est serré. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais l'image qu'elle formait était encore plus inquiétante que ce que j'avais imaginé. L'homme s'est présenté comme un intermédiaire. Il a parlé de dossiers anciens, de décisions jamais officiellement closes, de signatures qui manquaient encore. Sa voix était douce, presque courtoise, mais chaque mot était une menace à peine voilée. Il savait pour le mariage. Il savait pour l'adresse. Il savait pour ma fille. Ce détail m'a glacé plus que tout le reste. Ma fille a voulu intervenir, mais son mari l'a retenue d'un simple regard. Lui aussi comprenait le danger. L'intermédiaire a expliqué que certaines personnes souhaitaient clarifier la situation et que le moment était mal choisi pour attirer l'attention. Très mal choisi. Un mariage discret, une famille divisée, un père rongé par la culpabilité. Tout cela facilitait les choses. Il m'a tendu une enveloppe épaisse. À l'intérieur, des copies de documents que je reconnaissais trop bien. Des preuves, des leviers. Il m'a donné un délai. Peu de temps. Soit je coopérais, soit ces papiers suivraient un chemin que je ne pourrais plus contrôler. Son regard s'est alors posé sur ma fille, puis sur son mari. Le message était clair. Quand la porte s'est refermée, le silence est devenu insupportable. Ma fille m'a fixé, les yeux pleins de larmes et de rage mêlées. Elle m'a demandé ce que j'avais fait, exactement, pour que tout cela arrive jusqu'à elle. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je venais de comprendre une chose essentielle. Le mariage secret n'était pas seulement une conséquence de mon passé, il faisait partie d'un plan que je n'avais jamais vu venir. Je tenais encore l'enveloppe quand ma fille s'est effondrée sur le canapé. Ce n'était pas un cri, ni même des larmes bruyantes. Juste une fatigue immense, celle qui vient quand tout ce qu'on croyait stable se révèle mensonge. Son mari s'est agenouillé devant elle, lui parlant à voix basse, essayant de la ramener à l'instant présent. Et moi, je restais debout, prisonnier de ces papiers qui pesaient plus lourd que ma propre conscience. J'ai enfin parlé. J'ai expliqué que ce que l'intermédiaire appelait une coopération n'était en réalité qu'un chantage sophistiqué. Des hommes comme lui survivent grâce au secret des autres. J'avais déjà payé autrefois, en argent, en silence, en renoncement. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il reviendrait, encore moins par le biais de ma fille. Mon erreur avait été de croire que se taire suffisait. Ma fille a levé les yeux vers moi, brisée. Elle m'a demandé si leur mariage avait été utilisé contre eux dès le début. Son mari a répondu à ma place. Il a avoué qu'il avait soupçonné quelque chose très tôt, qu'il avait compris que leur union discrète attirait moins l'attention, du moins au départ. Ce mariage n'était pas seulement un acte d'amour, mais une tentative désespérée de rester en dehors du jeu.
Je me suis senti trahi et soulagé à la fois. Trahi parce qu'ils m'avaient caché leur stratégie. Soulagé parce qu'ils n'étaient pas naïfs. Ma fille a alors posé une question qui m'a coupé le souffle. Si je coopérais, est-ce que tout s'arrêterait? J'ai hésité, parce que je connaissais la réponse. Ces hommes ne s'arrêtent jamais. Ils repoussent simplement les limites. J'ai ouvert l'enveloppe une nouvelle fois. Parmi les documents, il y avait une clause que je n'avais jamais vue. Une implication directe, irréversible, qui me forcerait à agir contre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'innocent. À cet instant, j'ai compris que le choix qu'on m'imposait n'était pas entre moi et ma fille, mais entre deux formes de destruction. Je me suis tourné vers eux. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter. Pas cette fois. Le visage de ma fille s'est figé, partagé entre la fierté et la peur. Son mari a hoché lentement la tête, comme s'il s'y attendait. Mais en refusant, je venais de déclencher quelque chose. Parce qu'au même moment, mon téléphone a vibré. Un message, une photo, prise à distance. On y voyait ma fille, quelques heures plus tôt, quittant son travail. Et en dessous, une phrase simple, terrifiante. Il est encore temps de changer d'avis. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. La photo semblait banale, presque insignifiante, et c'était justement ce qui la rendait terrifiante. Il pouvait la suivre. Il savait où elle travaillait, à quelle heure elle sortait, quel chemin elle empruntait. Ma fille a compris avant même que je ne dise quoi que ce soit. Elle a vu mon visage se décomposer, et cette fois, elle n'a pas crié. Elle a simplement fermé les yeux, comme si elle venait d'accepter une réalité qu'elle redoutait depuis longtemps. Son mari a pris le téléphone de mes mains. Il a observé l'image avec une froide lucidité qui m'a surpris. Puis il a dit, d'une voix posée, que ce message n'était pas une menace immédiate, mais un avertissement calculé. Il voulait me pousser à agir vite, à paniquer, à faire une erreur. Cette analyse aurait dû me rassurer, mais elle n'a fait qu'aggraver mon sentiment de culpabilité. Parce que, malgré son calme, je voyais bien qu'il mesurait le danger autant que moi. Ma fille s'est levée brusquement. Elle a dit qu'elle refusait de continuer à subir les conséquences de fautes qui n'étaient pas les siennes, qu'elle ne voulait plus se cacher ni vivre dans la peur. Ses mots étaient forts, mais ses mains tremblaient. Elle m'a demandé, droit dans les yeux, si j'étais prêt à aller jusqu'au bout cette fois, pas pour réparer mon passé, mais pour protéger son avenir. Je n'ai pas répondu immédiatement, parce qu'une idée venait de s'imposer à moi, aussi effrayante qu'inévitable. Il existait peut-être une autre voie, une manière de retourner le piège contre ceux qui l'avaient tendu. Mais cette voie impliquait de révéler publiquement des choses que personne n'était censé connaître. Des noms, des dates, des accords secrets, et surtout, mon propre rôle dans tout cela. Son mari m'a observé longuement, comme s'il lisait mes pensées. Il a dit que, s'il y avait une chance d'en finir, elle serait unique et dangereuse. Une seule erreur, et il n'aurait plus aucun contrôle. Ma fille nous regardait tour à tour, prise entre l'espoir et la terreur. À ce moment-là, mon téléphone a vibré de nouveau. Un simple message, sans image cette fois. Dernier appel. J'ai levé les yeux vers ma fille. Dans son regard, il n'y avait plus de reproche. Seulement une attente silencieuse. Et j'ai compris que le prochain choix que je ferais ne déterminerait pas seulement leur sécurité, mais qui, de nous tous, serait sacrifié en premier. Je leur ai demandé de me laisser quelques minutes seul. Pas pour réfléchir longtemps, mais pour respirer sans leur regard posé sur moi. Je me suis enfermé dans la petite pièce qui leur servait de bureau. Les murs étaient tapissés de livres, de dossiers soigneusement rangés, comme si l'ordre pouvait empêcher le chaos d'entrer. J'ai posé le téléphone sur la table. L'écran noir me fixait, prêt à s'illuminer à nouveau. J'ai repensé à cet autre temps, à la première fois où j'avais cru pouvoir arranger les choses sans conséquence. J'avais signé, accepté, détourné le regard, toujours pour de bonnes raisons, toujours pour protéger quelqu'un. Et chaque fois, le cercle s'était refermé un peu plus. Cette fois, il y avait ma fille au centre. Plus de marge d'erreur. Quand je suis revenu dans le salon, ils m'attendaient. Je leur ai dit que je ne répondrais pas au message. Pas tout de suite. Que je voulais comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le visage de ma fille s'est tendu, mais elle n'a pas protesté. Son mari a simplement hoché la tête, comme s'il approuvait cette prudence. Il a proposé que nous changions de routine dès ce soir, qu'elle ne rentre pas seule, qu'elle coupe certaines communications. Des précautions simples, mais nécessaires. Le téléphone a vibré une troisième fois. Cette fois,
Ce n'était pas un message, mais un appel. Numéro masqué. Nous avons échangé un regard silencieux. J'ai répondu. La voix était différente, plus grave, moins polie. Elle a dit que le temps des rappels était terminé, que, désormais, chaque refus aurait un coût visible. Puis elle a ajouté une information que personne dans cette pièce n'aurait dû connaître. Un détail intime de la vie de ma fille. Quelque chose qu'elle ne partageait qu'avec une seule personne. L'appel s'est coupé. Ma fille a blêmi. Son mari a serré les poings. Ce détail changeait tout. Cela signifiait qu'ils avaient une source proche. Trop proche. La peur a laissé place à une méfiance brutale. Qui parlait? Qui écoutait? J'ai senti une fracture naître entre nous, non par manque d'amour, mais par instinct de survie. J'ai alors compris que la stratégie devait changer. Il ne suffisait plus de résister ou de négocier. Il fallait identifier la faille. Et pour cela, je devais retourner là où tout avait commencé, rencontrer des gens que je n'avais pas vus depuis des années, raviver des liens dangereux. Ma fille a refusé catégoriquement que j'y aille seule. Elle a dit qu'elle ne me laisserait plus porter ce poids sans savoir ce qu'il contenait. Et dans son regard, j'ai vu une détermination nouvelle, prête à affronter une vérité encore plus sombre que celle que nous avions déjà effleurée. Je suis retourné là où tout avait commencé, mais cette fois je n'étais plus seul. Ma fille marchait à mes côtés, droite, lucide, plus forte que je ne l'avais jamais vue. Son mari nous suivait, silencieux, prêt à intervenir si tout basculait. Les visages du passé se sont succédés, certains fuyant mon regard, d'autres trop heureux de me revoir vulnérable. Et au cœur de ce réseau de non-dits, la vérité a enfin cessé de se cacher. Les menaces n'étaient pas seulement dirigées contre nous. Elles reposaient sur un système entier de secrets empilés, de manipulations anciennes, de silences achetés. Ce jour-là, j'ai compris que mon erreur la plus grave n'avait pas été de signer ou de me taire, mais de croire que protéger signifiait cacher. Alors j'ai parlé, à voix haute, devant les bonnes personnes. J'ai livré les noms, les preuves, mon propre rôle. Chaque mot me dépouillait, mais libérait ma fille un peu plus. Il y a eu des conséquences. Lourdes, publiques. Certains sont tombés, d'autres ont fui. Le chantage est effondré comme un château de cartes privé de son mensonge central. Et moi, je n'étais plus indispensable à leur survie. Plus vulnérable non plus. Quand tout s'est calmé, nous nous sommes retrouvés à trois dans un silence différent. Un silence sans menace. Ma fille m'a regardé longuement. Elle n'a pas pardonné d'un coup, non, mais elle a compris. Et surtout, elle n'était plus prisonnière de mon passé. Son mariage, né dans le secret et la peur, pouvait enfin exister à la lumière, librement, sans stratégie ni fuite. Avant de partir, elle m'a pris la main. Elle m'a dit que l'impensable n'était pas ce qu'elle avait découvert une semaine après son mariage. L'impensable, c'était qu'un jour je choisisse enfin la vérité, même au prix de tout perdre. Elle m'a souri, un sourire fragile mais réel, et j'ai su que, pour la première fois, je n'avais rien à cacher. Aujourd'hui, quand je repense à ce mariage secret, je n'y vois plus une trahison, mais un signal, un appel à rompre le cycle, à comprendre que l'amour ne survit pas dans l'ombre et que les silences transmis de génération en génération finissent toujours par réclamer leur dû. J'ai payé le prix, mais ma fille, elle, a gagné sa liberté. Et parfois, c'est la seule fin possible pour une histoire commencée dans le mensonge.